Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, nous sommes le 8 mars et partout dans le monde, dans cette journée dédiée aux droits des femmes, les plaidoyers pour l'amélioration de la condition féminine sont d'actualité. Et ici au Sénégal, les femmes des médias s'arrêtent sur la place qu'elles occupent dans ce secteur qui traîne beaucoup de clichés sur le genre. Les explications de la présidente de l'Association des femmes des médias du Sénégal, Marguerite Rosalie Ndiaye, à suivre dans ce journal. Elle était épouse de diplomate. Elle a fait beaucoup de pays d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, Mariam Diop Sylla est restauratrice dans la capitale du rail, un business qui lui permet de vivre décemment. Aujourd'hui, sa vision de cette journée du 8 mars, tout sauf du folklore, assure son portrait avec Isidore Alexandre Sen tout à l'heure. Et notre rubrique Réussir se colle à l'actualité du 8 mars. Les femmes à l'honneur et à l'honneur ce soir, l'entreprise Femme Auto, un garage mécanique établi par une femme. Et pour les femmes, Ndeye Koumba, la propriétaire, gère cette activité dite pour hommes avec beaucoup de courage depuis près de 30 ans, informant également des jeunes dames dans ce métier. Dans notre rubrique Réussir ce soir, zoom sur cette dame mécano, sa passion pour les voitures avec Aïssata Kane. C'est tout à l'heure. Bienvenue à tous. La place de la femme dans le milieu médiatique sénégalais a été au cœur des échanges du panel organisé par les étudiants en journalisme d'ENSUP Afrique en cette journée du 8 mars, un secteur avec beaucoup de clichés sur le genre, selon l'une des panélistes, Marguerite Rosalie Ndiaye, également présidente de l'Association des femmes des médias du Sénégal et membre du CORED, au micro de Mafalfal. Il faut déjà éviter de donner à certains sujets, notamment le marché. Quand on parle de marché, on fait appel aux femmes. Et quand il y a manifestation, on pense automatiquement aux hommes. Déjà, il faut commencer par cela. Et que nous, femmes, qu'on arrive à nous affirmer, avoir confiance en nous-mêmes et montrer qu'on est compétente et qu'on est capable d'aller de l'avant, de faire tout ce que les hommes font. Et que c'est un métier pour tout le monde. On a reçu la même formation, on a reçu la même éducation de base, donc c'est à nous tous de nous affirmer au niveau des rédactions et de montrer ce leadership féminin-là, que ce soit dans les rédactions, que ce soit sur le terrain, on doit le montrer partout. Également le 8 mars, chez le personnel féminin de la douane sénégalaise, notez qu'au sein de ce corps de métier existe la section du bureau des douanes de Dakar Pétrole avec à sa tête le lieutenant-colonel Fatou Bintou Ndiaye. Cette section contribue à 25% des recettes douanières, soit plus de 200 milliards de francs CFA. Invité, de l'émission Kenno Askanui, Fatou Bintou Ndiaye revient ici sur sa mission, mais aussi les défis qui l'attendent. Au micro d'Elhadj Malick Cissé. Le bureau des douanes de Dakar Pétrole est le bureau spécialisé du dédouanement des produits pétroliers. Donc ça renvoie déjà au dédouanement de tout ce qui est hydrocarbures en général, le carburant et tout ce qui est produits pétroliers énergétiques est dédouané dans ce bureau-là. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est un bureau encadré, le dédouanement est encadré. Dans la mesure où, pour importer d'abord des produits pétroliers, il faut avoir une licence. Après, chaque mois, suivant les besoins, les bénéficiaires de ces licences-là, pour pouvoir importer, doivent avoir une autorisation avec des quotas destinés au marché national et quotas destinés à l'exportation. Donc, nous sommes chargés, en ce qui nous concerne, de contrôler la conformité déjà des documents qui accompagnent cette déclaration. Nous sommes aussi chargés de contrôler la conformité des produits importés avec les normes. Parce qu'au Sénégal, les produits pétroliers sont normés. Par exemple, le gasoil, pour pouvoir l'importer, il y a un certain type il y a une spécification. Il y a des spécifications techniques que ce gasoil-là doit respecter. Donc, on doit vérifier tout ça. Donc, tout ce qui n'est pas normé, en principe, n'est pas accepté.
Faisons à présent connaissance avec Mariam Diop Silla. Elle fut épouse d'ambassadeurs de l'Afrique, oui, en passant par l'Europe et les États-Unis. Et aujourd'hui, elle s'active dans la restauration à Thiès, entreprise qu'elle a mise sur pied depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité qu'elle fait le tour des marchés tous les matins pour faire tourner son business. Son portrait est dressé ici par Isidore Alexandre. Elle oublie souvent son statut d'épouse d'ancien ambassadeur. Mariam Diop Silla s'est très vite adaptée au quotidien de la femme sénégalaise. Tous les matins, elle fait le marché, rentre dans la cuisine et prépare le repas. Moi, j'ai un style américain. Moi, je mets la main dans la pâte. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis pas vraiment le genre de femme qui disent que, bon, voilà, on a réussi, donc on laisse tout avec les employés. Non, non, non. Et puis ça m'occupe aussi. C'est une occupation personnelle parce que ça aussi, c'est ma passion. Donc tout ce que vous voyez, je suis souvent dans la cuisine, je suis au marché. Bon, je fais beaucoup de choses à la fois. Je suis comme ça. Vous voyez, à mon âge, je n'ai même pas de chauffeur. Je conduis moi-même. Je refuse d'être dépendante. Après avoir vécu dans plusieurs représentations diplomatiques à l'étranger et retourne au Sénégal avec le peu qu'elle a thésaurisé, elle met en place sa propre entreprise. Quand on dure à l'étranger, on perd certaines habitudes. Mais là, bon, bien que j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger, mais chaque année, je venais en vacances avec mes enfants pour nous ressourcer. Moi, j'ai comme concept dans la vie, il faut vraiment oui, et y aller lentement et sûrement. Sa reconversion est surtout motivée par les difficiles conditions de vie des femmes sénégalaises. Chaque jour, il faut que j'aille au marché pour non seulement faire mes courses et voir ce qui ne va pas, surtout du côté des femmes. Parfois, elles ont des problèmes pour acheter des produits pour les revendre. Donc ces femmes-là, je les finance. Vraiment, je les finance et d'une manière très discrète. Hein? Très discrète. Je vous l'ai dit aujourd'hui, mais c'est des choses que j'en parle jamais. Hein? J'en parle jamais parce que c'est des femmes que je respecte beaucoup et c'est des femmes vraiment qui méritent d'être encadrées, qui méritent d'être aidées. Je dis plutôt que la journée du 8 mars, ce n'est ni le folklore ni l'ambiance. Vraiment, c'est une journée de réflexion. C'est une journée que nous devons réfléchir sur nous-mêmes, sur les acquis que nous avons. La présidente du Collège des femmes de l'APR à Thiès a sa propre conception de la Journée internationale des droits des femmes. Ce n'est ni le folklore ni l'ambiance. Vraiment, c'est une journée de réflexion. C'est une journée que nous devons réfléchir sur nous-mêmes, sur les acquis que nous avons. Parce que l'origine du 8 mars, bon, c'est... Les femmes n'avaient pas beaucoup de droits avant. Mais bon, maintenant, les femmes vraiment sont toutes émancipées. Hein? Sont toutes émancipées. Mais l'émancipation de la femme ne veut pas dire que la femme est l'égale de l'homme. La femme et l'homme se complètent. Mais quand je vois aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que la journée du 8 mars, c'est l'homme qui doit rentrer dans la cuisine, c'est l'homme qui doit faire les tâches ménagères. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Adja Mariam Diop Silla, comme elle est appelée par les Thiessois, fait de l'émancipation de la femme un sacerdoce. Toutes ses œuvres sociales sont quasiment destinées à l'émergence. Et à présent, la journée du 8 mars, vue par les personnes âgées. Comment marquait-elle cette journée? En tout cas, il y avait moins d'engouement, mais aussi moins de folklore, si l'on en croit celle rencontrée par Mamsé Naboubabou et Mafalfal dans ce reportage. C'est dans son domicile à la Médina qu'Adja Gaël Camara nous accueille. Empruntant les escaliers, elle nous conduit dans son salon.
Vêtue d'un grand boubou tchoup, voile sur la tête, des accessoires autour de ses poignets, cette mère de famille s'est bien sapée en cette journée dédiée aux droits des femmes. Elle estime qu'elle a toujours célébré la journée du 8 mars avec une coloration religieuse. Cette journée est très importante pour nous car nos parents y accordaient un intérêt. En tout cas, on a l'habitude de le célébrer en se basant sur les préceptes de l'islam. Par rapport à celles qui en font du folklore, je ne peux pas en parler car ça ne m'intéresse pas. En tout cas, nous, la journée du 8 mars, nous la célébrons religieusement. Dans une autre maison, nous retrouvons Adam Ndoye. À ses yeux, il y a une très grande différence dans la façon de célébrer la journée du 8 mars par rapport aux années précédentes. Non, il n'y avait pas cet engouement quand même. C'est un peu différent quand même par rapport aux années passées. Parce qu'aux années passées, on faisait des débats, parler de la femme. La différence, aujourd'hui, on a tendance à faire des folklores. Alors que pour la journée du 8 mars, on devrait faire des débats. À chacun sa façon de célébrer la journée dédiée aux droits des femmes. Selon nos interlocutrices, cette journée était fêtée, célébrée avant, sans folklore, comme nous le voyons maintenant. Pour ces femmes, cette journée doit être marquée par des débats d'idées, des échanges et des réflexions qui pourraient servir à toute une nation. Et toujours dans le cadre de cette journée dédiée aux droits de la femme, après un peu plus d'1 an d'absence pour des raisons de santé, la grande diva Coumba Gawlo Seck de retour. Elle a sorti un clip hier intitulé Tek Gi et en ce 8 mars, journée pour les droits des femmes, elle a fait une petite vidéo pour rendre hommage à ses pères, Coumba Gawlo Seck, que je vous propose d'écouter. Dans ce jour important dédié à la femme, je voudrais marquer mon empreinte à travers ma voix pour témoigner toute ma solidarité à toutes les femmes du monde. Enfin, je tiens à renouveler tous mes remerciements à toutes et à tous. En effet, depuis plus d'1 année maintenant que je ne suis plus sur les scènes musicales, vous n'avez cessé de me soutenir et de m'épauler. Vos témoignages, vos prières, vos messages d'encouragement ne cessent de m'émouvoir. J'ai surtout été profondément touchée par l'engouement populaire suscité par l'annonce de mon retour sur la scène musicale. Cela démontre l'affection et la sympathie que vous me portez tous. Je vous en remercie du fond du cœur et fais savoir que vous me manquez autant. Présentement, mon état de santé s'améliore grâce à l'encadrement des médecins, orthophonistes, professionnels de la voix qui se sont tous mobilisés autour de moi comme une famille afin que je retrouve la plénitude de mes cordes vocales. Leur compassion ainsi que leur engagement à mes côtés m'ont profondément touchée. J'ai bon espoir. Vous pouvez aussi avoir espoir, car je reste convaincue que je vais y arriver avec l'aide de Dieu. Les femmes à l'honneur dans Réussir ce soir à l'honneur, l'entreprise Femme Auto, un garage mécanique établi par une femme. Et pour les femmes, Ndeye Koumba, la propriétaire, gère cette activité dite pour hommes avec beaucoup de courage depuis presque 30 ans, informant également des jeunes dames dans ce métier qui la passionne tant. Aïssatou Kane y est allée, reportage. C'est depuis 1993 qu'elle a embrassé la mécanique. L'ouverture de ce garage dédié aux femmes en 2006 est un pari réussi. Après 13 ans d'expérience, je me suis dit que je peux apporter plus à mon pays en créant un garage, en ouvrant un garage, en formant des jeunes, en participant au développement de mon pays et aussi à la réduction du chômage dans mon pays. Malgré qu'elle ait réussi à briser les stéréotypes, le découragement s'installe avec les nombreuses difficultés. Et depuis lors, au lieu d'avoir des soutiens, j'ai eu que vraiment
je peux dire des désolations. C'est-à-dire à chaque fois, on me met les bâtons dans les roues pour me déguerpir de gauche à droite. On m'a déguerpi 3 fois. 3 fois. Ici, c'est ma 4e installation. Et on a tenté aussi à plusieurs reprises de me déguerpir aussi à ce niveau. Surtout côté foncier. Côté aussi administration, il y a toujours des paiements de taxes, des paiements d'impôts, des paiements de ceci, de cela à verser. Même si le travail ne marche pas, c'est des charges fixes qu'il faut respecter. Souvent tenté de quitter le pays, sa détermination demeure sa clé de voûte. On m'a tenté à plusieurs fois d'aller à l'extérieur, mais je me suis dit que si tout le monde quitte le pays, qui va régler le pays? Donc il faut qu'on essaie de voir notre système de travail, notre système de gouvernance vraiment pour installer des choses vraiment fiables, surtout pour aider les jeunes. Parce que vraiment nous avons une ressource humaine vraiment très formidable. Créer des usines. Parce que moi je ne peux pas comprendre un pays qui se dit vouloir être émergent sans usine. Je ne peux pas comprendre. Tout ce qu'on doit consommer, tout ce qu'on doit utiliser doit venir de l'extérieur. Confectionner des batteries, c'est pas diable. Fabriquer des pneus, c'est pas diable. Aujourd'hui, elle a réussi à créer de l'emploi et former beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, je travaille avec une trentaine de jeunes en moyenne. Et il y a même un temps où j'avais 45 jeunes en moyenne. Cette femme en est une illustration parfaite. Dans le travail, elle allie précision, concentration et savoir-faire. Tant qu'on a confiance en soi et en ses capacités, on peut réussir. Je m'en sors très bien, je ne me plains pas. Sur les clichés concernant la féminisation des mécaniciennes, détrompez-vous, c'est une femme, une vraie. Évidemment que je me fais belle, attends de me voir à la descente ou que tu me retrouves chez moi. Je prends soin de moi et personne ne s'habille mieux que moi. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, elles portent leur voix, car le silence est complice. 8 mars, les fêtes, le cas d'autres fêtes, au lieu de gaspiller des milliards, de se partager des milliards entre militants, il y a des priorités. Et l'actualité se poursuit dans ce 1945 au lendemain de l'incendie au marché salle de vente. Les commerçants peinent à estimer les pertes. Les images parlent d'elles-mêmes. Les flammes ont tout emporté sur leur passage. Des commerçants qui pointent du doigt les soldats du feu. Les explications dans ce reportage d'Abdourahmane Ly. La route menant au lieu du sinistre est barrée sous la supervision des éléments de la police. À quelques pas, l'odeur de la fumée agresse nos narines. Sur place, tout un périmètre en cendres au-delà des bâtiments que les flammes ont frôlés au nord et à l'est. Mamtier Nodia, vendeur de téléphone, fait partie des victimes. L'incendie nous a trouvés sur place et par surprise, en moins de 15 minutes, les flammes ont tout ravagé. Nous avions pu sauver ce qui pouvait l'être à un moment donné, mais ce n'était pas trop important. En définitive, nous notons que tout est parti en flammes. Impuissant, Baïfal avoue l'avoir été face aux flammes. Un feu favorisé par le vent qui n'a rien laissé sur son passage, explique le délégué du marché. L'incendie a démarré du côté des vendeurs de meubles, avant de retrouver les commerçants de téléphones à côté. Des téléphones que nous pensions échapper aux flammes, jusqu'au moment où le vent participe à tout mettre en feu. Momodou Bambangom ne peut pas estimer les pertes à la suite de cet incendie de la violence. Lui qui a confié son magasin à son fils le jour de l'incendie. Nous ne pouvons pas estimer les pertes. Les magasins que vous voyez ici, leurs propriétaires vendaient des téléphones portables dont le plus cher est estimé à plus d'1 million de francs. Vous pouvez faire l'estimation vous-même. Des commerçants qui s'en sont pris aux éléments des sapeurs-pompiers qui, selon eux,
au-delà de s'être présentés sur les lieux tardivement, seraient responsables de la monstruosité des flammes qui ont tout ravagé sur leur passage. Éducation, suite aux grèves répétitives des syndicats d'enseignants, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un plan de réaménagement du calendrier scolaire. Ainsi donc, les dates des examens et compositions ont réajusté et les fêtes réécrites ou plutôt réduites chez le privé. L'on compte s'aligner même si des perturbations n'y étaient pas notées. Amidou a fait le tour de quelques écoles privées. Reportage. C'est l'heure de pointe au complexe académique Dakar-Rédu. La cour de l'école est presque vide. C'est Mathieu Faye, le directeur des études, qui nous a accueillis. Le programme scolaire réajusté n'a pas changé grand-chose ici. Il souhaite que ses élèves prennent leurs vacances normalement. Nous avons fonctionné vraiment sans aucune perturbation. Et il y a des moments de repos, on va dire, dont les élèves ont besoin pour revenir en force et être un peu plus réceptifs et plus performants. Alors, nous sommes soumis à ce calendrier. C'est l'État qui organise et qui définit tout cela. Et les écoles privées doivent se plier à ce calendrier-là. Mais nous avons fait correctement notre premier semestre. Et ce que nous souhaitons, c'est vraiment pouvoir reposer nos élèves pendant au moins ces 2 semaines-là. Les dates des compositions sont prévues en avril et en mars pour les écoles publiques, au moment où certaines privées s'apprêtent à rendre leur bulletin de notes. Les compositions, nous les avons tenues nous avions décalé un tout petit peu parce qu'il y a eu des perturbations de temps en temps. Les élèves du public venaient sortir nos élèves. Mais quand il y a eu un peu d'accalmie, nous en avons profité pour faire nos compositions. Et nous nous apprêtons à remettre les résultats, donc les bulletins scolaires, les bulletins de notes du premier semestre. Nous nous apprêtons à les remettre aux parents le 26 mars. L'année scolaire se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet, mais les frais de scolarité ont été déjà payés par les parents d'élèves. Je pense que les décalages n'ont pas été énormes, quoi. Voilà, donc c'est retenu au mois de juillet, donc ça ne nous dérange pas. Nous, dans le contrat que nous avons avec nos parents d'élèves, les frais de scolarité sont payés du mois d'octobre jusqu'en juillet. Voilà, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. 3 heures de cours ont été perdues à cause des grèves acclenchées au cours de l'année. Les élèves sont obligés de payer les pots cassés pour combler ce gap et se mettre à niveau. Et nous parlons hausse du prix du baril du pétrole. La hausse des prix de l'essence et du gasoil persiste au grand dent des chauffeurs qui ne s'en sortent plus côté recettes, déjà très affectés par la conjoncture. Ces derniers demandent à l'État d'agir. Le reportage demande aussi. Oumar Sall a fini de garer sa voiture à la gare routière de Koloban. Il est en train d'aider les véhicules à entrer dans la gare. Ce chauffeur ne cache pas son inquiétude sur une éventuelle hausse du prix du gasoil et de l'essence. Selon lui, la situation est déjà difficile. Le prix du gasoil est un peu cher et il est difficile de pouvoir trouver un versement dans ces conditions. Lorsque l'État du Sénégal a augmenté 50 francs sur le prix du gasoil, on perdait 3 500 francs par jour. Et si la hausse se confirme, nous risquons de perdre 7 000 francs par jour. Ce sera compliqué et à un moment donné, nous serons obligés de garer. De l'autre côté de la gare, nous rencontrons Serine Salou Diagne. Même si la hausse venait à être concrétisée, il ne pense pas augmenter les tarifs. Je pense que diminuer le prix du gasoil, c'est la meilleure solution que d'augmenter les tarifs du transport. Pour le moment, nous ne l'envisageons pas. Nous pensons à nos clients. Ce sont des pères et mères de famille. C'est vrai que si nous le faisons, nous allons en tirer bénéfice, mais pas eux. Avec la conjoncture difficile, les chauffeurs interpellent l'État pour qu'il trouve les moyens afin de stabiliser les prix du gasoil et de l'essence.
L'État doit trouver la bonne formule. S'il le faut, injecter de l'argent pour maîtriser les prix. La situation est déjà difficile. Il doit aider la population. La hausse des prix des denrées alimentaires suffit largement pour le moment. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir des conséquences sur les prix du gasoil et de l'essence au Sénégal. Déjà, le baril du pétrole a connu une hausse. Les chauffeurs continuent d'espérer que des mesures seront prises par les autorités pour soulager les automobilistes. L'actualité ailleurs avec le Soudan d'abord où des manifestants anti-putsch ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Ils manifestaient contre le pouvoir peu après l'arrestation d'un opposant du parti Alliance Unioniste. Des milliers de manifestants ont défilé dans la capitale soudanaise et sa banlieue nord, brandissant des drapeaux du pays et les portraits de 85 victimes de répression lancées depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. Les forces de sécurité ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. 5 blessés ont été secourus par des camarades. Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 1000 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'État, dont des femmes et des enfants. En Ukraine, la situation en Ukraine, les Sénégalais répertoriés ont quasiment tous quitté le territoire ukrainien. L'un des 4 derniers encore bloqués en Ukraine sont attendus plutôt à Varsovie demain dans la matinale. La capitale polonaise est devenue un lieu de transit accueillant des milliers de déplacés par jour. Les Africains sont de moins en moins nombreux dans les vagues qui traversent quotidiennement la capitale. Les précisions de Khalifa Diarra, notre envoyé spécial. Varsovie, capitale de la Pologne. Les couleurs ukrainiennes sont partout présentes en guise de soutien. La ville est devenue une zone d'accueil, mais aussi de transit depuis le début des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Le plus grand gare de Varsovie s'appelle Dworzec Zachodni. Parce qu'ici, vous avez les gares de bus et l'autre côté, c'est les gares de trains. Alors, on a des passagers qui viennent de deux côtés. On ne peut pas savoir. Par jour, peut-être 3-4 000 personnes par jour. On ne sait pas exactement, c'est impossible de savoir. 3 Sénégalais sont arrivés aujourd'hui dans la capitale polonaise, plus que 4 sur la cinquantaine répertoriés par les autorités de la représentation diplomatique sénégalaise. Les Africains de passage étaient plus nombreux dans la vague de la première semaine. Il y a des Africains qui vivaient en Ukraine, de Kiev, de l'autre ville. Ils sont déjà passés pas mal des Africains. Et ils sont rentrés chez leurs amis en Europe ou quelque part. On voit rarement maintenant, mais au début, il y avait beaucoup d'Africains, des pays Maghreb, de tous les pays. Je n'ai pas vraiment rencontré des gens qui sont du Sénégal parce qu'on est très occupés, on ne peut pas savoir d'où ils viennent, d'accord? On donne les repas, on donne des boissons, on donne toutes les choses qu'ils ont besoin. Mbaye Ngom est arrivé lundi à Varsovie. Comme les autres, l'ambassade du Sénégal l'a pris en charge avant de le faire accompagner à la gare. L'étudiant fait cap sur l'Allemagne. Bon, c'est terrible, franchement. Mais on ne peut rien faire. Mais vous n'avez pas eu de difficulté là-bas? Non, je n'avais pas de difficulté. Pas de danger? Non. Parce que moi, j'habite à l'ouest, quoi. Je peux dire que c'est à peu près à côté de Lviv. Lviv est l'oblast qui est en frontière avec la Pologne. Dans quelques instants, une trentaine de bus va quitter cette gare, destination les pays voisins. Il faut souligner qu'il y a 9 postes frontières par lesquels passent tous ceux qui fuient aujourd'hui la guerre en Ukraine.
Khalifa Diarate, merci. Voilà, mesdames, messieurs, qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.